Pierre Janet, Névrose et idées fixes. Étude expérimentale sur les troubles de la volonté, de l'attention, de la mémoire, sur les émotions, les idées obsédantes et leur traitement. Chapitre 4. Histoire d'une idée fixe. Étude déjà publiée dans la Revue philosophique, février 1894, page 121. Nous ajoutons seulement quelques détails. 1. L'idée du choléra. 2. Les idées fixes secondaires. 3. La suggestibilité et l'aboulie. 4. Éducation de l'esprit. 5. Évolution de la maladie, antécédents personnels et héréditaires. Il est aujourd'hui bien difficile de déterminer d'une manière générale les lois psychologiques qui régissent les maladies de l'esprit. Les généralisations hâtives n'aboutissent toujours qu'à des conceptions aussi étroites qu'absolues. Il faut dans cet ordre d'études, comme dans les autres, savoir s'en tenir longtemps à l'observation et à la description des faits particuliers. Il est bon de chercher d'abord à comprendre le malade avant d'essayer d'expliquer la maladie. C'est pourquoi on nous excusera si, dans nos recherches sur les idées fixes, nous n'entrons pas encore dans l'étude ni dans la bibliographie de la question considérée d'une manière générale, si nous nous arrêtons encore à l'analyse d'un cas particulier. Ce sera une occasion pour vérifier des notions que nous avons déjà exprimées à propos d'une autre malade, voir l'étude précédente sur un cas d'aboulie, chapitre 1, et pour en signaler peut-être quelques nouvelles. La personne à laquelle nous consacrons aujourd'hui cette étude est une femme de 40 ans que nous désignerons sous le nom conventionnel de Justine. Nous l'avons rencontrée pour la première fois, il y a 3 ans, à la consultation de M. Séglas, qui a bien voulu nous la confier, sans la faire entrer dans un hôpital, ce qui n'a jamais été nécessaire. Nous l'avons engagée à venir nous voir régulièrement dans les différents services où nous faisions nos études médicales. C'est ainsi que nous l'avons étudiée d'abord tous les 8 jours, puis à des intervalles plus éloignés pendant 3 ans. Son état mental, très grave au début, s'est peu à peu heureusement modifié, et depuis plus d'1 an, il s'est rétabli au moins autant que cela est possible. Il nous semble que cette amélioration est maintenant assez stable pour que nous puissions décrire l'état actuel de la malade et pour que nous considérions l'analyse de cette personne comme momentanément assez complète. Quand Justine est amenée par son mari à la Salpêtrière en octobre 1890, elle se présente de la manière suivante. C'est une femme grande et forte, les cheveux épais et très noirs, les yeux de couleur très foncée, grands ouverts et hagards, avec les pupilles très inégales. Les traits irréguliers ne seraient pas déplaisants s'ils n'étaient troublés par des grimaces et des tics continuels. La face est alternativement très pâle, puis marbrée de plaques rouges. Les mains sont moites et tremblantes, la démarche est mal assurée. Dès que l'on veut examiner cette femme, elle cache sa figure dans ses mains et éclate en sanglots. « Oh, c'est horrible de vivre ainsi, j'ai peur, j'ai peur. » « De quoi ? » ?»« J'ai peur du choléra. » Ce mot résume toute l'observation. Il s'agit d'une malade, obsédée par l'idée la plus banale, l'idée d'une maladie, l'idée du choléra. Précisément parce que cette idée est relativement simple, il nous a semblé utile de l'analyser, de suivre son évolution et, s'il était possible, sa disparition. Quoique les antécédents personnels et héréditaires de Justine soient à notre avis fort intéressants, nous ne les exposerons pas au début de ce travail. Leur étude soulève des questions délicates qui nous détourneraient de notre sujet principal, l'analyse d'une idée fixe. Nous les retrouverons plus tard quand nous chercherons à comprendre la nature et l'origine de cette maladie. 1. L'idée du choléra. Sans étudier pour le moment les divers accidents qui ont caractérisé la vie de notre malade, nous rappellerons brièvement les faits qui ont rapport à l'idée fixe actuelle. Justine, qui avait toujours été extrêmement émotive, était dès sa jeunesse très effrayée à la pensée de la mort. Cette préoccupation de la mort était due sans doute au métier qu'exerçait la mère de Justine. Celle-ci était garde-malade et elle avait souvent à garder et à ensevelir des morts. Quelquefois même, elle se faisait aider par sa fille dans ses pénibles fonctions. Justine, âgée de 17 ans, fut très impressionnée par la vue de 2 cadavres de colériques. Elle rentra préoccupée et, quoiqu'elle ne se plaignît de rien, pendant des années qui suivirent, de penser très fréquemment à ces victimes du choléra. Cette pensée n'était pas continuelle. Elle ne revenait que pendant les périodes de tristesse et de fatigue, et restait encore vague et peu précise. Ce n'était qu'une idée, disait la malade, dans un langage que nous comprendrons mieux tout à l'heure. Cependant, cette jeune fille songeait à la mort, était envahie par la peur. Elle sentait une voix lui dire en dedans « Donne-moi ton âme ».
et elle se surprenait à répondre tout haut « Non, non ». L'idée prenait déjà un caractère émotionnant et pathologique. L'année suivante, une fièvre typhoïde légère et peut-être un travail pénible et peu hygiénique dans une manufacture de tabac provoquèrent une aggravation considérable des préoccupations morbides. Plusieurs fois par jour, Justine pâlissait, avait des sueurs froides et des tremblements que l'on ne pouvait s'expliquer et qui étaient dus à la pensée de plus en plus émotionnante du choléra. Ces symptômes allèrent en s'aggravant et, vers l'âge de 23 ans, apparaissent de violentes attaques de nerfs dont nous pourrons bientôt apprécier la nature. On espéra, suivant le préjugé populaire, arrêter tous ces accidents nerveux par le mariage. À 28 ans, Justine épousa un excellent ouvrier qui se montra toujours vis-à-vis de sa femme extrêmement dévoué et même trop indulgent. Le mariage diminua d'abord les idées lugubres de la malade en donnant naissance à 2 autres idées fixes qui firent diversion. Justine se crut enceinte et présenta pendant plusieurs mois toutes les apparences de la grossesse. Il fallut enfin se convaincre qu'il n'y avait là rien de réel et Justine eut une autre idée fixe, la haine de son mari et la pensée du divorce. Elle courait chez les avoués et les avocats pour faire rompre son mariage et commettait 1000 excentricités. Mais ce n'était là qu'un accident de minime importance. L'idée du choléra reprit bientôt le dessus, grandissant toujours et amenant des terreurs et des attaques de plus en plus fréquentes. On parvint cependant à soigner cette femme chez elle pendant bien des années. Mais récemment, à la suite d'une attaque d'influenza, les choses s'aggravèrent tellement que le mari se décida un peu tard à considérer Justine comme une aliénée et à la conduire à la salpêtrière. La malade sans doute présente des troubles psychologiques très variés. Elle est constamment dans sa chambre, ne fait aucun travail et passe sa vie à gémir ou à crier. Elle ne parle de rien, comprend peu ou point ce qu'on lui dit, etc., etc. Mais tous ces troubles sont délicats à apprécier. Nous les étudierons plus tard, quand nous aurons compris le phénomène principal qui certainement domine tous les autres, l'idée du choléra. Dès que nous interrogeons cette personne sur ce sujet délicat, elle se trouble, rougit et pâlit, se remet à pleurer et ne répond que quelques mots. « J'en ai bien peur, et depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui me fait peur. » Elle ne peut s'expliquer mieux, car aussitôt, elle semble perdre conscience. Tous les membres tremblent, les dents claquent et se serrent, les bras font des gestes de défense et de terreur, et le corps se rejette en arrière. Après quelques contorsions, Justine se met à pousser des cris épouvantables. Elle reste les yeux ouverts, fixes, comme s'il regardait quelque chose, la bouche ouverte, pleine d'écume et d'eau qui s'écoule sur les lèvres. De temps en temps, elle fait entendre au milieu de ses cris des paroles intelligibles. « Le choléra, il me prend! Au secours !» Elle a des crampes et des contractures dans les jambes. Elle asphyxie, devient bleuâtre et vomit soit ses repas, soit un liquide aqueux. Enfin, il lui arrive de perdre ses urines et ses selles sous elle. Cette scène se prolonge et se répète quelquefois pendant plusieurs heures. Puis, la malade revient peu à peu à la conscience. Quoiqu'elle conserve quelques contractures aux jambes, elle se sent soulagée. Elle répare le désordre de sa toilette et comprend vaguement, d'après les traces, ce qui vient de se passer, mais elle n'a aucun souvenir précis. Elle reste ainsi, raisonnable quelque temps, mais à la moindre allusion qui rappelle l'idée du choléra, tout recommence. Comment faut-il comprendre cette scène ? C'est une attaque d'hystérie. Sans doute, c'est là le nom commun qui désigne facilement un nombre immense de phénomènes à peu près semblables à ceux-ci. Mais peut-on préciser davantage la nature de cette attaque ? Quand on examine la malade pendant ses convulsions et ses cris de terreur, on est disposé à croire qu'elle n'a conscience de rien. On peut lui crier aux oreilles sans qu'elle réponde, la piquer et la brûler sans qu'elle réagisse. C'est là comme on sait une illusion. Les phénomènes conscients ne sont pas abolis, mais l'esprit des malades, absorbé par une idée envahissante, n'est plus capable de les percevoir ni d'en conserver le souvenir. Il suffit, pour provoquer des manifestations intelligentes, de déterminer des phénomènes en rapport avec ceux que la malade perçoit encore, d'entrer pour ainsi dire dans le rêve. Au moment où Justine s'écrie « Le choléra, il va me prendre !» je lui réponds « Oui, il te tient par la jambe droite. » Et la voici qui retire violemment sa jambe droite. De cette façon, on arrive avec un peu de patience à provoquer des réponses et à causer, même avec la malade. « Où est-il donc ton choléra ?»« Là, vous voyez bien ce mort tout bleu, comme ça pue !» Quand on en est arrivé à ce point, on peut diriger l'esprit lentement sur d'autres sujets et causer un peu de choses et d'autres,
Il est vrai que la conversation va être fréquemment interrompue par des contorsions et des cris de terreur, mais elle sera bientôt de plus en plus complète. À la fin de l'attaque, Justine ne se souvient pas plus de la conversation intercalée que du délire lui-même. Ce sont là des phénomènes bien connus sous le nom de somnambulisme qui vont nous permettre d'entrer plus avant dans la connaissance de l'attaque elle-même. Dans les premières expériences, nous étions obligés de provoquer l'attaque avant de faire naître cet état somnambulique. Plus tard, il fut possible de supprimer presque complètement les convulsions du début et de provoquer le somnambulisme plus directement. Ce procédé, qui consiste à transformer l'attaque d'hystérie en somnambulisme, présente un grand intérêt théorique. Il est aussi pratiquement utile. Aux nombreux exemples que nous avons déjà rapportés, nous pouvons en joindre un nouveau. Gu, parmi différents symptômes d'hystérie, présente des attaques violentes qui surviennent en apparence sans cause. En outre, elle a une horreur singulière pour la couleur rouge et elle est obsédée au point de voir fréquemment des points rouges devant elle et une teinte rouge sur tous les objets. On peut appeler ce dernier symptôme de l'érythropsie, mais cela ne l'explique guère. Il est impossible de l'endormir ni d'obtenir d'elle un renseignement sur ses attaques et son horreur du rouge. Pendant une attaque, je l'entends parler. « Ôtez-le, ôtez la bière, fermez-la, je ne veux plus voir sa tête, oh, ce tas de fleurs rouges, ôtez-les » Je déclarai à la malade, toujours en attaque, que j'allais ôter les fleurs rouges. Elle répondit « Non, elles sont là. » « Eh bien, j'ajoute des violettes, je veux bien. » Et la conversation s'engagea. Pendant très longtemps, il a été impossible de provoquer le somnambulisme de Gu autrement que par ce procédé. En constatant ainsi que le somnambulisme de ces malades n'est qu'une légère transformation de l'attaque, nous ne serons pas surpris de constater encore une fois un fait que nous avons souvent décrit. Le sujet, dans cet état, se souvient parfaitement des détails de l'attaque, tandis qu'il les a complètement oubliés quand il est dans l'état de veille. La malade précédente, Gu, nous explique fort bien pendant le somnambulisme comment son attaque est provoquée par la reproduction d'une ancienne émotion qui date de plusieurs années. Elle a vu le cadavre de son père au moment où l'on fermait la bière, et à chaque attaque, elle contemple de nouveau ce spectacle cruel. Elle nous explique aussi son horreur du rouge par le souvenir des fleurs qui étaient sur le cercueil. Le plaisir ou l'horreur que les hystériques éprouvent à voir du rouge ou d'autres couleurs est associé dans bien des cas, comme on le sait, avec tout un groupe d'idées fixes. Ces souvenirs étaient aussi nets pendant le somnambulisme de Justine, provoqué de la même manière. Il faut beaucoup de précautions pour l'interroger sur le choléra, car cette question tend à reproduire le délire, mais on parvient à obtenir tous les renseignements. L'esprit, loin d'être inactif pendant l'attaque, est au contraire occupé par des images nombreuses et variées, qui se groupent de manière à former un tableau plein d'unités. Ce sont d'abord des images visuelles, de cadavres, dont l'un surtout est visible au premier plan. Un pauvre vieux tout nu, vert et bleu, des images olfactives, une odeur infecte de putréfaction, des images auditives, on sonne les morts, on crie « choléra, choléra », des images kinesthésiques qui se manifestent par les crampes, les cris, les vomissements, la diarrhée. Toutes ces images ont une origine bien nette, elles représentent toutes les sensations que cette femme a pu éprouver par rapport au choléra. Les philosophes se sont souvent demandé ce qu'était une idée, ce qui existait dans notre esprit, au moment où nous pensions à telle ou telle idée. M. Ribot faisait récemment une enquête de ce genre sur les idées générales. Cette malade nous présente un exemple intéressant d'un certain genre d'idées. Nous voyons ce qu'est actuellement chez elle l'idée de choléra, parvenue, si l'on peut ainsi dire, au dernier degré de la perfection, un ensemble, un système d'images empruntées à tous les sens, dont chacune est assez nette et assez complexe pour se réaliser, s'objectiver sous forme d'hallucination et de mouvement. Ajoutons aussi que précisément, parce qu'elles forment un système, ces images sont rattachées les unes aux autres, de telle sorte que la présence de l'une d'entre elles suffit pour évoquer les autres, dans un ordre déterminé. L'attaque de Justine n'est pas un phénomène nouveau, indépendant de ses préoccupations hypocondriaques. C'est l'idée même du choléra qui se présente d'une façon parfaite, en même temps que l'émotion systématique dont elle est inséparable. L'aspect anormal que cette idée a pris pendant l'attaque résulte uniquement de son développement excessif. L'idée semble s'être isolée du reste de la vie.
Elle ne se développe qu'au moment où la malade perd la conscience et semble ne laisser après elle aucun souvenir.